Tiers livre, les ateliers d'écriture. Petit récap, ce qui a changé depuis notre atelier hebdo, donc chaque dimanche, une proposition, mais la liberté d'explorer tous les cycles précédents qui vous sont accessibles avec tous leurs documents d'appui. Et puis, chaque trimestre, on se donne une dominante, ce trimestre, vers un écrire-film qui n'est pas se former à écrire du scénario ou du cinéma, mais à tenter de penser ce qui, dans nos pratiques usuelles de l'écriture, s'est transformé par ce que le cinéma, le montage, la cinétique, le changement de focale, la bande-son, la proximité immersive de l'image, tout ce que ça a poussé, changé à nos pratiques narratives. Alors ce cycle, je l'ai interrompu parce que c'est ça notre liberté. J'ai appelé transversal une série de propositions qui vont continuer, revenir régulièrement, où il s'agit de savoir travailler en même temps sur le projet, construire l'intention, construire ce qu'il y a avant que ça écrive, que ça se développe. Comment on développe une histoire? Est-ce que c'était un temps d'arrêt? Non, je pense de plus en plus ça comme une espèce de poussée continue avec travailler ici, travailler là, se construire chacun pour soi son grand palais d'écriture. Et puis, dans les cycles cet été, on avait inauguré des hors-séries, des APAX, propositions singulières qui viennent, qui nous rassemblent aussi. Et là, après ces propositions que j'ai appelées transversales, les 3 qu'on a faites, et là encore, plein de réserves pour entrer, explorer. Avant de reprendre notre cycle écrire-film, il y a le contexte, il y a l'impossibilité de penser à autre chose que ce qui nous entoure. Ça ne veut pas dire qu'on renonce à quoi que ce soit. Notre tâche, justement, pour pas faire de cadeaux, pour rester soi au plus haut, ça va être de continuer la littérature. Mais là, aujourd'hui, ce dimanche, qui doit être le 5 mars 2022, Saint John Perse. Alors on y va dans l'écriture. Travailler sur les temps verbaux, consacrer une séance à un temps verbal, je l'ai toujours assumé. On a fait ça sur le conditionnel, on a fait ça sur le passé simple, on a travaillé sur le présent, on a travaillé aussi sur ne pas utiliser de verbe. Ça veut dire que ce rouage le plus vivant, le plus fort de la phrase, l'utiliser librement, c'est là où peut-être la musique reste la meilleure analogie pour ce qu'on fait. On le travaille spécifiquement, on bloque les paramètres et on travaille celui-ci, uniquement celui-ci. Ce qui fait que quand on se retrouve à écrire pour soi, on a les mains plus libres, le mental plus libre, le verbe est plus libre dans nos phrases. Temps verbal que je n'ai jamais abordé jusqu'ici, en tant que tel, pour écrire l'impératif. L'impératif, ne t'inquiète pas, ouais, c'en était un impératif. Deuxième point, Saint John Perse, petit rappel biographique. Né en Guadeloupe, d'une famille installée là-bas depuis très longtemps, soi-disant Saint-Léger qui serait devenu des Légers, lui s'appelant Léger Saint-Léger, mais toute sa carrière politique ce sera simplement Alexis Léger. Une enfance marquée par cette France vieille coloniale, son premier bateau, son premier cheval, les domestiques noirs, ce qu'on retrouve dans Éloge, par exemple, premier livre, juste avant la guerre 14-18, et puis à 11 ans, cette espèce de foudre, non, c'est pas la foudre, c'est l'explosion du volcan, la soufrière,
la ruine. L'enfant mis dans la famille à Pau, puis interne dans tous ses lycées. Il va pratiquer l'alpinisme. On a ces lettres un peu, qui nous paraissent déjà un peu dingos, quand vers les 16-17 ans, il est là à nager l'hiver dans les lacs des Pyrénées, risquer la noyade, ou dans d'autres lettres se demander très sérieusement qu'est-ce qui serait mieux pour lui, d'être pianiste virtuose en concert, ou simplement compositeur, ou bien poète, puisqu'il correspond avec James. En attendant, le papa meurt, il y a la maman, les deux sœurs. On commence à penser aux choses concrètes. Il est étudiant en droit à Bordeaux, il va se présenter au concours diplomatique. Pourquoi je vous appelle ça ? Bien, vous voyez le contexte, il va commencer à se profiler. Il est reçu dans les tout derniers, c'est pas glorieux. Malgré sa correspondance avec Paul Claudel, qui peut lui valoir éventuellement quelques protections, il est expédié consul à l'autre bout du monde, à Pékin, les postes dont personne ne veut, et il y arrive en 1913. Avec la Première Guerre mondiale, il va rester bloqué en Chine jusqu'en 1920. On a dans le Pléiade les lettres à sa mère, les lettres écrites de Chine, sauf qu'on s'est aperçu, il y a bien une dizaine d'années, qu'elles étaient totalement apocryphes et avaient été rédigées par l'homme de 70 ans, bien longtemps après. Mais dans ces années-là est-ce que c'est une réclusion à Pékin ? J'ai toujours dans mon bureau cette photo, si j'arrive à la mettre sans trop de reflets de lumière, on distingue Peirce se photographiant lui-même. Il tient de sa main le déclencheur dans un petit temple. Je crois que c'est une quinzaine de kilomètres de Pékin, 1 heure de cheval en tout cas. Monsieur avait son cheval, allait là écrire, réfléchir. Mais c'est aussi organisé pour des scientifiques européens, géologues, botanistes, entomologues. Et ça, pour lui, ça va être une passion un petit peu définitive. La première traversée du désert de Gobi en automobile. Et en 1920, ça nous vaudra ce livre Anabase, qui reste, cette première œuvre considérable, même si c'est une suite d'œuvres très brèves. L'œuvre de Saint John Perse, c'est juste ça, dans le Pléiade, Anabase, la remontée aux origines de la civilisation. Et pourquoi c'est signé Saint John Perse ? Eh bien parce qu'en 1920, il n'a jamais eu de congé. Donc il prend un espèce de congé sabbatique. L'idée, c'est de revenir en Europe par une suite de bateaux. Donc Hong Kong, Singapour, et puis là, il est rejoint par un câble. Fini le congé, tu rejoins San Francisco. De San Francisco, tu vas à New York, parce qu'en 1922, c'est la fondation de la Société des Nations, aujourd'hui ONU, et que, en tant que connaisseur des dossiers de Chine, on lui demande de rejoindre la délégation française. Ça veut dire que Saint John Perse, là, à moins de 30 ans, va se retrouver soudain dans ce tout petit aéropage. Les noms principaux, c'est Aristide Briand, Philippe Berthelot, et puis ce jeune diplomate, ces types vont se l'attacher, ce qui fait qu'à partir de 1922, il ne va plus quitter le ministère des Affaires étrangères, occupant une suite de postes. On est dans la 4e République, c'est pas comme maintenant, mais 1936, le Front populaire, c'est Alexis Léger, le responsable principal de la politique étrangère de la France, et c'est pour ça qu'il prend ce pseudonyme, qu'il se forge ce pseudonyme Perse, le nom du poète latin Saint John, parce que ça tombe bien. Il s'en est expliqué, et dans ses œuvres complètes, le Pléiade, il y a ça de fascinant, c'est qu'il ne s'agit pas de la vie d'Alexis Léger ou Saint-Léger-Léger, devenu sous pseudonyme Saint John Perse. Non, il nous fabrique la biographie, les lettres, la correspondance, les interventions de celui qui signe Saint John Perse, à l'écart de lui. Rien que pour ça, c'est des questions qui nous, encore, sont totalement vivantes et actives en littérature. Je m'éloigne ? Non, je continue, j'approche.
1938, les accords de Munich, Daladier, salle de négociation. On est face à face avec Hitler. Eh bien, c'est St. John Perse. Et St. John Perse, en désaccord avec la politique de Daladier, démissionnera de ses fonctions. 1940, quand les nazis entrent à Paris, vous voyez qu'on y approche du contexte. Il y a 10 appartements qui sont visités le jour même, et les archives saisies. Eh bien, l'appartement d'Alexis Léger en fait partie. Le gouvernement de Vichy, Pétain, s'installe. Première journée du gouvernement Pétain, on déchoit de la nationalité française une suite très limitée de personnes. Alexis Léger fait partie de ces personnes-là. Qu'est-ce qu'il va faire, lui, pendant la guerre ? D'abord, il rejoint Londres, il ne s'entend pas avec De Gaulle, je crois qu'il y a trop d'arrogance, peut-être de la méfiance aussi, les diplomates, l'armée. De Gaulle cherchant à s'entourer de gens neufs, et non pas forcément de ceux qui viennent de passer là, 1922, 1938, 16 ans dans les ministères de la 4e République. Bien, finalement, il émigre aux USA. Aux USA, oh, pas de problème, il a des amis fortunés, on lui donne une espèce de bourse, avec une fonction d'établir des... Enfin bon, c'est plus ou moins un bidon, mais il est à la Washington Library, il est chargé de rédiger des bibliographies sur précisément ce qui est en train de se passer. La guerre, en tout cas, concrètement, ça veut dire qu'entre Roosevelt, Churchill et De Gaulle, il y a un intermédiaire, c'est Alexis Léger. Ça veut dire qu'il va faire partie de ce tout petit noyau de personnes qui, dans ce traumatisme complet qu'est la Seconde Guerre mondiale, disposent. Est-ce que c'est un point de vue général ? Est-ce que pour autant tu manipules quoi que ce soit ? Non. Mais en même temps, tu es au centre là du cyclone. Et c'est de là que va procéder son écriture. C'est-à-dire que depuis Anabase, publié 1922, jusqu'à l'exil en 1940, il n'y a pas de publication, ni d'Alexis Léger, ni de St. John Perse. Il prétendra qu'il dispose à Paris, dans son appartement, de malles de manuscrits, que cette malle de manuscrits aurait été saisie elle aussi par les Allemands. Encore récemment, il y a 3-4 ans, on a retrouvé dans des coins isolés de la Russie des wagons entiers chargés d'archives qui comportaient comme ça des archives françaises. On n'a jamais retrouvé quoi que ce soit d'Alexis Léger. Je pense que maintenant, on peut faire une croix dessus. Cette malle a-t-elle seulement existé ? Probablement, mais ça n'a pas trop d'importance. L'autre passion d'Alexis Léger, c'est la voile en solitaire. Pendant toutes ces années, dans les ministères, il a sans arrêt navigué. Encore à 76 ans, il fera une liaison solo Bordeaux-Lisbonne. C'est juste là, mettre des facettes du personnage. J'en arrive là à ce qui nous concerne aujourd'hui. Donc en 1942, il publie ce texte bref qui s'appelle Exil. Il le rédige dans une île qui est près de cette résidence là, des présidents américains, la Martha Island, tout près de Nantucket. C'est une île où il n'y a rien qu'un phare, une balise alimentée par pétrole, par un bateau qui vient remplir le réservoir une fois toutes les 3 semaines. Il y a un chien sur l'île. Et puis lui, disant que de là, il voyait défiler les convois militaires qui partaient vers Halifax et puis ensuite donc vers l'Europe. Alors les biographes d'aller couper les cheveux en 4, c'est une île déserte dans l'Atlantique, non, il suffit de 40 minutes pour la rejoindre, c'est pas important. En tout cas, ce qui est beau dans Exil, c'est ces chants qui, dans un cataclysme global, peut se prévaloir d'exercer à titre individuel une responsabilité de l'ordre du collectif. Et en particulier ce chant 7, alors dans mon vieux Pléiado d'Eglingo, c'est la page évidemment même déchirée parce que je m'en suis tellement servi. Il y a une trace dans les précédents cycles, dans le cycle personnage, il y a ce qu'on peut faire avec Exil. Vous savez, c'est un texte uniquement au masculin. Eh bien nous, je vais intituler par provoque l'exercice Madame St. John Perse, mais c'est un exercice qui a toujours été un de mes exercices
fétiche en atelier d'écriture. Non pas pour les incroyables résultats que ça donne, mais parce que ça donne sens. Ça donne sens pour ce court-circuit de la littérature qui ne se pose rien d'autre. En même temps, c'est écrit sur des... imprimé en grand format, grand caractère, dans une impression de luxe pour, je crois, 120 ou 140 exemplaires. Alors aujourd'hui, bon, bien sûr, c'est dans le Pléiade, c'est dans la collection Poésie Gallimard, mais pour faire un livre qui ressemble à quelque chose, c'est relié à Mère ou à je ne sais quel autre texte. C'est pas ça. L'important, c'est que cette situation de court-circuit du littéraire au plus humble, sur la généalogie, je m'en suis toujours servi. Texte suivant, on est en 1943, plus sombre de la guerre. Ça s'appelle Pluie. Ensuite, il y a... Pluie, c'est pareil, une vingtaine de pages. Ensuite, on a Neige, qui est un texte dédié à sa mère. C'est même pas 10 pages. Sa mère qu'il ne reverra pas, qui est sous surveillance permanente de la Gestapo, au cas improbable où le fils, exilé, tenterait de lui faire passer des messages. Et puis, juste après-guerre, 46, ce texte-là, lumineux, incroyable, qui s'appelle Vent. C'est-à-dire comment la Terre, la planète se débarrasse du cauchemar. Comment elle se lave du cauchemar. Et Vent, c'est un texte, le mot liesse est dans ce texte Vent. Est-ce que ça nous débarrasse de quoi que ce soit, de la noirceur, de la mémoire, de tout ce qui s'est empilé de meurtres, génocides, catastrophes? Non, certainement pas. Des hommes dans le temps ont eu cette façon de tenir face au vent, chercheurs de routes et d'eau libre, forceurs de pistes en ouest par les canyons et par les gorges, et les taillères chargés d'encre, commentateurs de chartes et de bulles, capitaine Saint John Perse. Mais c'est pas sur Vent que je voudrais vous proposer de travailler aujourd'hui. C'est sur Pluie, 1943, le creux infini de la guerre sans espoir, sans solution, devenue générale. Alors, Léger, pendant ses 5 ans d'exil aux USA, il continue de voyager. Il va descendre jusqu'au Cap Horn, il va faire ce voyage de l'extrémité sud du continent, monter la cordillère des Andes. Et puis, un voyage aussi en Louisiane. Cette végétation luxuriante, presque étouffante, déjà quasi tropicale. Et pour l'anecdote, dans un hôtel, parce qu'il n'y a pas beaucoup de touristes en 1943 qui se promènent dans les jungles de Louisiane et les bayous, dans cet hôtel quasi vide, un matin, on trouve une touriste qui, dans la nuit, avait eu l'idée de se jeter dans la piscine. Ça peut arriver, simplement que s'était pas aperçu qu'il n'y avait pas d'eau dans la piscine. Il y a ce corps-là. Qu'est-ce que c'est cette mort parmi la totalité de morts au travail dans le monde? C'est juste un tout petit prétexte anecdotique, c'est pas évoqué dans le texte lui-même. Dans ces écritures brèves, il y a quand même chaque fois cette injonction d'une figure élémentaire, du déclic, de ce qui est ce rouage de nécessité qui vous fait basculer dans le travail, quelle que soit la brièveté, l'intensité qu'il peut prendre. Alors, j'en reviens à mon impératif. Pluie est un texte qui fonctionne tout entier à l'impératif. Alors, comme Exil, c'est une suite de chants, très brefs. La question poésie, pas poésie, ne m'intéresse pas. Saint John Perse se revendique d'être poète, mais c'est le poète inventé par l'homme Alexis Léger qui a fabriqué cette fiction. Donc jamais la bascule de genre n'a été aussi, là encore, bouleversée. Ce sont des textes en prose, ce sont des textes qui sont des versets. Alors le verset, comme outil narratif, évidemment, d'abord une poétique de la langue. On accueille une poétique de la langue. Ce qui est différent de dire
ceci est de l'ordre du poème, ceci est de l'ordre de la prose narrative. Nous là, on ne s'inquiète pas, on accueille dans la prose l'outil qu'est le verset. Le verset, c'est pas Saint John Perse seul, c'est aussi les stèles de Ségalen, c'est aussi les grandes odes de Paul Claudel, pour prendre de grands coups de boutoir là, dans la langue, juste en amont là, de Saint John Perse, et tout proche de lui. Donc puis une suite de chants qui dépassent rarement la page. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, très bref. Je prends le chant 7, et puis ces versets qui ouvrent par des guillemets. Gardez-le, ne le gardez pas. C'est vous seul qui choisirez si cette question de la profération. Ça, ce mot est important. À qui s'adresse l'impératif ? L'impératif n'existe pas sans son adresse. Ne t'inquiète pas, lavez, eau, pluie. Lui, c'est un impératif pluriel, parce que pluie est au pluriel. Mais parce qu'on s'adresse via l'impératif, il y a toujours ce guillemet ouvrant. Le guillemet ouvre en tête du chapitre. La convention typographique fait qu'il se répète, le guillemet ouvrant, en début de chaque paragraphe, et il se ferme seulement à la fin du chant. Et il y a ce laver, eau, pluie, un lieu de pierre pour les forts. Aux grandes tables s'assiéront sous le vent de leur force ceux que n'a point grisé le vin des hommes, ceux que n'a point souillé le goût des larmes ni du songe, ceux-là qui n'ont point cure de leur nom dans les trompettes d'os. Aux grandes tables s'assiéront sous l'auvent de leur force en lieu de pierre pour les forts. Alors oui, c'est la langue, c'est la grande phrase de Saint John Perse. Est-ce qu'on comprend tout ? Non, je crois que justement, la magie de cet exercice dans Exil, est-ce qu'on peut peut-être rejouer encore aujourd'hui, c'est que précisément la langue qui vient des dictionnaires comme Furetière, la langue le dictionnaire du XVIIe siècle, la langue qui vient de tous ces registres spécialisés, dont celui de l'ethnographie, des vieux rituels. C'est une langue tellement spécialisée qu'elle nous reste en partie illisible et inaccessible. Mais parce qu'on convoque cet illisible et qu'on le renvoie sur le monde, la langue est plus forte que le monde. Donc ça, on ne s'en inquiète pas. Mais ensuite, autre paragraphe, encore, laver le doute et la prudence au pas de l'action, laver le doute et la décence au champ de la vision, laver, ô pluie, la taie sur l'homme de bien, sur l'œil de l'homme bien pensant, laver la taie sur l'œil de l'homme de bon goût, sur l'œil de l'homme de bon ton, la taie de l'homme de mérite, la taie de l'homme de talent, laver l'écaille sur l'œil du maître et du mécène, sur l'œil du juste et du notable, sur l'œil des hommes qualifiés pour la prudence et la décence. La prudence, il y a des moments où il faut l'écarter, l'enlever. On enlève là ce qui nous assourdit le regard. C'est une lecture risquée, Saint John Perse. Laver la bienveillance au cœur des grands intercesseurs, la bienséance au front des grands éducateurs, et la souillure du langage sur les lèvres publiques, laver ô pluie la main du juge et du prévôt, la main de l'accoucheuse, tiens des féminins pour une fois, et de l'ensevelisseuse, les mains léchées d'infirmes et d'aveugles, et la main basse au front des hommes qui rêvent encore de reines et du fouet, avec l'assentiment des grands intercesseurs, des grands éducateurs. Allez vous, les profs, lavez l'histoire des peuples aux hautes tables de mémoire, ô pluie, lavez au cœur de l'homme les plus beaux dits de l'homme, les plus belles sentences, les plus belles... Alors évidemment, nous, il va falloir se méfier de ça. Ça peut vite devenir un exercice qui nous fait plaisir à nous, mais pas tellement dans la mise en marche intérieure de celui qui l'écoute, avec le doute, avec l'insécurité, avec la timidité, avec la langue là, d'airain là, qui tremble dans les mains. Donc
Là maintenant, vous m'avez vu venir. On est tous hantés, là, ce début mars 2022, par ce retour de l'ombre. Il ne s'agit pas de nous soumettre au contexte, il s'agit de dire en quoi ce que bouleverse en nous ce contexte. Et depuis 5 ans, voire depuis 2013, on s'en est éclusé lourd. Comment, non pas répondre, mais s'élever dans l'intérieur de ce doute et de ce qui nous met là, tellement démunis. On agit, on est dans l'action, on est dans la protestation. Mais le désarroi est à une autre instance. Ce retour cyclique du noir de l'histoire. Comment là, avec l'impératif, à qui on va enjoindre une autre bascule? Alors, dans Pluie, ce jeu avec l'impératif est permanent, continu. Alors, dans le Pléiade, le terme exil recouvre, là, en haut à gauche, ces détails typographiques ne sont pas ce qui échapperait à un Saint John Perse, puisque c'est lui-même, je crois qu'il a été le premier à disposer de la gloire d'établir un Pléiade de son vivant. Si je reprends Pluie, ces impératifs sont en permanence dans le texte. Premier verset. Le banyan de la pluie prend ses assises sur la ville. Alors ça va être aussi la demande. Ne pas écrire en vers. Faire en sorte que le verset, prose, soit sans arrêt une dénégation, une impossibilité du vers. Ça peut être un verset bref. Là, c'est juste une ligne. Ça pourrait être un vers. Le banyan de la pluie prend ses assises sur la ville. Mais si on le pense comme verset, alors on a sans cesse la possibilité de continuer l'écriture vers le verset suivant, alors que le vers se définit par son arrêt. Un polypier hâtif monte à ses noces de corail et d'entousselets et d'eau vive, et l'idée nue comme une héritière peigne au jardin du peuple en sa crinière de fille. Tout petit prologue en 3 versets, et puis ensuite chante poème. À qui on s'adresse? L'impératif et l'adresse vont être présents et associés à chaque usage, mais vont changer. Chante, poème. Plus tard, laver, ô pluie. Chante poème à la foulée des eaux, l'évasion du thème. Ensuite, Seigneur terrible de mon rire, voici la terre fumante. Seigneur terrible de mon rire, voici l'envers du songe sur la terre. Chant 2. Muette lande sur mon toit, Seigneur terrible de mon rire, dans la nuit claire de midi. Là, j'en ai pas d'impératif. Oh, il me fait me tromper. Chant 3. Sœur des guerriers d'Assur, etc. Je n'ai garde d'oublier, guerrière, danseuse, haute danseuse par la danse et l'attrait au sol, multiplié, l'étranger lit, ô grande gerbe non liée. Là on a des exclamations, mais pas de verbe. Dans ce chant 3, comme un chant 4, c'est dès le premier verset. Relations faites à l'édile, confessions faites à nos portes. Tue-moi, bonheur. Tue-moi, bonheur. Vous le commentaire si ça vous intéresse. Et ça suffit pour tenir le chant 4 sur ce seul impératif. Tue-moi, bonheur. Chant 5. Dressez. Dressez à bout de cap les catafalques de Habsbourg, les hauts bûchers de l'homme de guerre. Vannez à bout de cap les grands ossuaires de l'autre guerre. Dressé, vanné, on est déjà dans l'adresse à la pluie. Chant 6, toujours maintenant la pluie, passez métis, et nous laissez à notre guet, tel s'abreuve au divin, dont le masque est d'argile, passez, et nous laissez à nos plus vieux usages.
Oui, comme monte progressivement l'impératif avant notre chant 7, laver, laver, eau, pluie, chant 8 qui reprend le premier verset, le banyan de la pluie perd ses assises sur la ville, au vent du ciel la chose errante est telle, vienne l'éclair. Là, un autre usage grammatical, vienne l'éclair, non, on n'est pas dans l'impératif, mais oui, comme cette forme-là d'invocation est extrêmement proche. Et puis tout à la fin, il est réassigné, cet impératif, vers le pronom. Seigneur terrible de mon rire, vous porterez ce soir l'esclandre en plus haut lieu. Voilà ce que je voulais vous proposer, parce que pour moi, impossible se débarrasser du contexte, impossible se dire, on reprend nos exercices de narration, ils sont là, ils sont pas loin, ils nous entourent, on les reprend, aucun problème, mais là, je crois que c'est bien aussi de nous redonner cet espace de liberté. Alors on ne quitte pas l'atelier d'écriture, je vous mets le lien vers l'exercice exil quand on avait fait cycle personnage Madame St. John Perse. C'est une autre manière de s'approprier là, cette espèce de bloc langue. Mais nous, on est dans pluie à cause de l'impératif. Quel impératif aujourd'hui, là, maintenant, 5 mars 2022, on peut se donner? Et cet impératif, qu'est-ce qu'il invoque? À qui il en appelle? Qui il nomme? Qu'est-ce qu'il enjoint? Et attention, dans Saint John Perse, si on utilise ça directement, si on nomme de trop près, trop directement les choses, ça peut très vite, comme un petit coup d'épingle à un ballon de baudruche. Non, il faut jouer plus que ça. Et ce qui va nous protéger, l'antidote de ça, c'est la langue. La présence de la langue dans notre invocation. Est-ce que c'est vous qui invoquez? Est-ce que c'est vous qui utilisez cet impératif avec votre bouche et votre poing, ou c'est simplement ce qui agit en vous, de langue, de pensée, de rêve, d'exigence, d'humanité? Comment ça travaille en vous? Comment ça provoque cet impératif? Quel verbe vous allez convoquer? Quelles adresses vous allez utiliser pour que cet exercice soit affirmé une dignité? Je ne parle pas d'espoir, je parle simplement de dignité. Et là, il y en a une flopée de mots qui peuvent venir à l'intérieur. Je crois que cet atelier hebdo, c'est pour ça aussi que je le fais. Qu'on soit ensemble dans l'invocation. Qu'on soit ensemble dans une force, bah pourquoi pas. En tout cas, c'est pas un exercice comme un autre. Et merci qu'on y soit ensemble.